Nous nous retrouvons donc avec notre invité Djanka Martel pour la suite de cet entretien. Donc il était en train tout à l'heure de nous dire à quel point Haïti est un pays qui le passionne, à quel point Haïti est une terre à laquelle nous sommes attachés, notamment à travers donc ce roman de Jacques Roumain, Gouverneur de la Rosée, qui est effectivement un roman qui, quand on le lit, quand on le découvre, nous donne un amour incroyable pour cette terre d'Haïti. Nous allons donc poursuivre notre échange avec la question suivante. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé de ta passion pour le dessin. Mais en quoi, selon toi, dessiner et écrire des poèmes seraient liés? En quoi ce sont des activités complémentaires? Alors, elles le sont devenues pour moi de façon tout à fait naturelle. Hein. Je ne me suis même pas posé la question. J'aimais dessiner, je dessinais. J'ai fait de la bande dessinée au départ. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, après la fameuse chanson sur la ville de Sparte, j'ai réellement écrit mon premier poème à l'âge de 14 ans. Et c'est un texte qui s'intitulait « Ma forêt de Norvège ». Oh. Ça peut paraître surprenant, là encore, pour un jeune Guadeloupéen. Mais comme je l'indiquais, je lisais de tout et je m'intéressais à la littérature de tous les horizons. Et à l'époque, j'aimais beaucoup les récits d'aventure qui se passaient dans le Grand Nord, en Norvège, en Sibérie, en Laponie. Et donc voilà, tout naturellement, ces paysages-là, tels que je les imaginais en les lisant, m'ont inspiré. Et j'ai écrit, ce texte-là est venu un jour, j'ai écrit Ma forêt de Norvège. C'est ainsi que j'ai commencé en poésie, bizarrement. Et après, lorsque, en 83, hein, pour vous donner une date, en 83, j'ai eu l'idée de faire de la poésie, comment dire, de façon professionnelle, si vous voulez. J'ai commencé par mettre en image des chansons que j'écrivais. Voilà, donc je prenais le texte des chansons, je les illustrais sous la forme de bande dessinée. Et ensuite, les choses se sont enchaînées de façon, là encore, tout à fait naturelle. Les deux sont tout à fait... forment mon équilibre. Voilà, ce sont mes deux jambes, je marche dessus. Voilà, et je suis doigt. D'accord. Alors, toujours pour rester dans ta notion de poésie, Ma forêt de Norvège, un peu particulier quand même pour un petit Guadeloupéen. Bon, d'accord, tu dis effectivement que c'est parce que tu lisais énormément de littérature différente, mais est-ce que peut-être ce n'est pas un peu, je dirais pas dommage, mais pourquoi spontanément on n'a pas tendance à écrire, je ne sais pas moi, mon fromager de Guadeloupe, ma plage de Sainte-Anne. Pourquoi ce ne sont pas justement spontanément ces écrits qui viennent à ceux qui ont tendance à avoir leur premier jet poétique? Et est-ce que, et là c'est une question un peu politique, est-ce que ce n'est pas lié justement à la façon dont nous sommes éduqués à l'école? Est-ce que ce n'est pas lié au fait que très souvent les livres qu'on nous met entre les mains proviennent de littérature autre que celle produite chez nous? Qu'est-ce que toi tu en penses? Là encore, vaste débat. Les gens écrivent en fonction de ce qui les touche, en fonction de ce qui les frappe. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes poètes qui ont commencé par écrire des choses qui leur étaient proches, en dépit du fait qu'ils aient été dans l'école de la République. Voilà. Alors moi, j'aurais pu écrire effectivement sur le fromager du coin. J'aurais pu écrire sur le court-baril, parce qu'il y avait un court-baril pas loin de chez moi, effectivement. Mais les choses ne se sont pas passées comme cela, très simplement. Mais ça aurait pu se faire, effectivement. Ce n'est pas un problème. Alors, pour répondre de façon plus approfondie sur ta question, dans une certaine mesure, je pense que tu as raison. Il est clair, indéniable, et je le dis après avoir traversé un peu plus de la moitié de mon existence, que l'école, effectivement, telle qu'elle est conçue sous nos latitudes, elle nous formate, hein, quoi qu'on dise, hein, voilà, elle nous formate dans une certaine façon de voir les choses et le monde. Et évidemment, il est difficile après
quand je dis difficile, on se comprend, de demander à des enfants qui n'ont eu pour modèle, qui n'ont eu pour schéma, qui n'ont eu pour vision que des visions qui sont extérieures, qui sont exogènes, de leur demander de se recentrer tout de suite et de partir sur leur propre base, c'est un peu compliqué, c'est vrai, je le concède, c'est une réalité. D'accord. Donc effectivement, c'est peut-être pour ça que nous essayons à travers cette émission notamment de faire connaître davantage nos auteurs, notre littérature, afin aussi que des collègues, des enseignants s'approprient de plus en plus nos œuvres afin justement d'éduquer nos enfants guadeloupéens dans une réalité qui est la leur, même si le simple fait de s'intéresser d'abord à sa propre littérature et à son environnement ne signifie nullement que l'on ferme les horizons des uns et des autres. Absolument. Alors, je veux encore continuer sur ta poésie. Quand je lis certains de tes textes, je vois qu'ils sont, comme je te le disais tout à l'heure, qu'ils sont très longs. Ils ressemblent pour moi presque à des récits et certains m'ont fait penser un peu à la tragédie classique. Est-ce que, notamment la tragédie classique du XVIIe siècle, est-ce que par exemple Corneille ou alors Racine ont été des modèles ou des inspirateurs? Oui, tout à fait. J'ai pour modèle, d'une certaine façon, il faut le dire, ces écrivains-là. J'aime beaucoup Corneille, j'aime beaucoup Racine. Et pour les poètes du 19e siècle, j'ai beaucoup aimé Hugo. Et mon poète préféré, c'est Charles, le grand Charles. Le grand Charles, Baudelaire. On est d'accord. Voilà. Et j'ai aussi beaucoup aimé Vigny, Musset, voilà. C'est une poésie qui m'a profondément marqué et inspiré. Et c'est fondamentalement la raison pour laquelle, enfin les gens qui ont lu mes textes le remarquent assez facilement, j'écris en alexandrin. Pratiquement tous mes textes sont écrits en alexandrin. C'est la mesure qui me sied le plus, c'est celle qui me donne de l'espace, de l'amplitude pour pouvoir dire ce que j'ai à dire. Mes textes sont en général longs, c'est vrai, parce que j'ai peut-être beaucoup de choses à dire. Et je prends plaisir à les dire. Et la mesure de base dans mes poèmes, c'est 10 quatrains. Oui, voilà. J'ai observé voilà. ça. C'est du 40 vers. Et puis ça peut aller beaucoup plus loin. Et comme tu le disais, comme tu l'as très bien remarqué, effectivement, ce sont en général des récits. Ce sont des récits versifiés. Voilà. Mes poèmes, ce sont des récits versifiés sur des sujets, sur des thèmes qui peuvent brasser tous les domaines, tous les sujets. Alors, dans la vie de tous les jours, quand tu annonces, par exemple, autour de toi que tu écris des textes, par exemple vis-à-vis de la gente féminine, comment cela est-il perçu ? Est-ce qu'on te perçoit comme quelqu'un, un peu comme un extraterrestre? Parce qu'en fait, un homme qui écrit des romans, bon, je veux dire, ça paraît plutôt habituel, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, contrairement au XIXe siècle, aujourd'hui, au XXIe siècle, un homme qui écrit de la poésie, et une poésie similaire à la tienne, comment c'est perçu, notamment au niveau de la gente féminine? Tu me poses une question ardue. Je serais bien en peine de te répondre dans la mesure où, là encore, et je suis franc, je suis un nègre marron. Donc, je n'ai pas de retour direct sur cet aspect des choses, très honnêtement. D'accord. Je ne peux pas, si je disais quelque chose, je raconterais des bobards, et ce n'est pas vrai. Et comme je suis quelqu'un de très discret, je participe à des soirées littéraires, je participe à des soirées poétiques, je dis mes textes, mais je suis très réservé, donc je garde une forme de réserve, donc je ne peux pas dire ce que les gens pensent. Je suppose que ça touche, que ça émeut, que ça fait plaisir, mais je n'ai pas plus de retour que ça, très honnêtement. D'accord. Alors, au-delà de la poésie, en 2020, tu as publié un recueil de contes aux éditions Nègre-Marron, Zandoli et Fumi. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs de quoi il s'agit précisément? Alors, il s'agit d'un petit ouvrage. Tu peux le montrer d'ailleurs, voilà. Même s'il apparaîtra à l'écran. Il s'agit d'un petit ouvrage que voilà, Zandoli et Fumi, Anoli et Fourmi, qui est bilingue et qui présente 10 petits textes, des petites poésies, des fables, et dont les sujets touchent au monde scolaire ou de la nature de notre pays.
C'est un ouvrage qui a été pensé, conçu pour les enfants des écoles et des collèges. Voilà. Alors, tu dis que tu l'as écrit en langue carukérien et français. Ça m'a fait sourire. Tu dis pas créole, tu dis carukérien. Pourquoi? Oui, alors, nous avons tous l'habitude d'utiliser l'expression créole, le mot créole. Mais il y a plusieurs types de créoles, hein, et ces créoles varient effectivement selon les îles qui les pratiquent. Il y a le créole martiniquais, le créole guadeloupéen, le créole haïtien, le créole dominiquais, saint-lucien, j'en passe et des meilleurs. Et j'ai trouvé intéressant de nommer, de trouver une formulation qui soit spécifique pour notre île, en disant la chose suivante, que la langue créole de Guadeloupe serait le caruquérin. Voilà. Alors je dis caruquérin. Ah oui, caruquérin. Caruquérin, oui. Voilà. D'accord. Je porte la nuance. Ça, tu me donnes l'occasion d'en parler et c'est très bien, je t'en remercie. J'ai pensé à caruquérien, mais dans le caruquérien, il y a le mot rien, qui ne me satisfait pas. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi caruquérin. Parce qu'en féminin, ça fait caruquéraine. Oui, c'est très joli d'ailleurs. Donc les habitants de Guadeloupe, pour moi, ce sont des caruquérins. Et nos femmes sont des caruquéraines parce que vous êtes des reines. Oh, on retrouve absolument le poète, n'est-ce pas? Donc justement, je vois que le créole occupe une place importante dans ton œuvre. Pourquoi le créole? Qu'est-ce que ça t'inspire? Pourquoi tu penses qu'il est important d'écrire aussi en créole? C'est fondamental. Parce que c'est notre langue natale, natif natal, c'est notre, je ne sais pas, c'est comme l'air que nous respirons. C'est vraisemblablement, je ne sais pas, mais 99% des Guadeloupéens, quand ils naissent, ils entendent créole. Et même dans le ventre de nos mamans, nous les entendons parler créole, nous ressentons, il y a une vibration. Hein. Les langues, ce sont des énergies, ce sont des ondes, d'accord? Et ça joue sur le psychisme des individus, et même des enfants. Dans le ventre de nos mères, nous les entendons parler créole, et ça, je pense fondamentalement que ça nous marque. Ça nous nourrit. Alors justement, est-ce que tu as appris, parce qu'en fait, oui, nous n'avons pas les créoles. En plus de ça, mois octobre, c'est mois à créole. Nous n'avons pas les créoles, pas ni bon problème. Mais ni en différence entre palais et maquet. Comment toi, tu as fait pour apprendre à l'écrire correctement? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une grammaire, qu'il y a l'orthographe. On n'écrit pas comme on aurait pu écrire spontanément. Quand on décide de le mettre à l'écrit et dans des textes, que ce soit dans les romans ou dans la poésie, nous savons ni on maniait maquet créole là. Est-ce que toi, tu l'as appris? Ou est-ce que ça t'est venu comme ça? Parce que quand même, par exemple, le son 1, que les gens ont tendance à écrire IN, nous savent qu'à pas IN, faut nous maquer EN. Alors toi, comment tu as fait? Tu as appris? Tu as cherché à découvrir? Voilà, pareillement, j'ai cherché à découvrir. Alors, le créole, on l'a toujours parlé à la maison. Moi, je n'ai pas eu de problème avec ça, dans la mesure où, chez moi, on parlait créole. Ma mère me parlait créole, ma grand-mère me parlait créole, je leur parlais créole. Il n'y avait pas d'interdit, de tabou à ce niveau. Et là encore, je vais tendre le cou à une idée reçue. Les gens pensent beaucoup, ont pensé, et pensent encore malheureusement, que le fait que des enfants parlent créole, ça les empêche d'être bons en français. C'est totalement faux. C'est faux. Alors, je vais le dire, mais de façon modeste, mais c'est simplement pour apporter un argumentaire, conforter un argumentaire. J'ai toujours parlé créole à la maison, et ça ne m'a pas empêché d'être le meilleur élève de français dans toute ma scolarité. Très bien. Donc, c'est bien pour faire la démonstration que c'est totalement faux. Et le créole, comme je l'indiquais, a nourri mon âme, a nourri mon imaginaire et a nourri aussi ma faculté d'apprendre. J'apprenais en créole et j'apprenais en français. L'un n'empêchait pas l'autre, l'un nourrissait l'autre, l'un fortifiait l'autre. Et j'ai beaucoup appris en créole. J'habite à la campagne. Quand j'étais enfant, les gars du coin, ils m'ont appris des choses extraordinaires. Ils m'ont appris les mots, d'abord les mots de la langue. Le banza, les attrape à crabe, touloulou, crabe babette, tout ça. C'est pas ma mère qui m'a appris ça, ce sont mes amis, tu vois. Et tu entends parler les gens, et tu apprends les choses. Et il arrive un moment où tu apprends à dissocier de façon naturelle le français du créole. Mais ça, c'est quand tu l'apprends très tôt. Exact. C'est quand tu l'apprends très tôt, c'est quand il n'y a pas de barrière, de tabou. Tu vois, et après, tu n'as pas de problème avec ça. Et alors, pour revenir sur ta question, j'ai parlé créole de façon naturelle, et lorsque j'ai
tenté, eu envie d'écrire en créole, évidemment, j'ai appris. Alors j'ai appris avec des ouvrages, il n'y avait pas beaucoup à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas énormément de textes, mais j'ai pu trouver quelques ouvrages dont je le regrette, je ne me rappelle pas des titres et tout ça, mais où était présentée la graphie du GIREC qu'on utilise actuellement. Monsieur Bernabé, tout à fait. Voilà. Et là, j'ai compris que le créole avait une graphie spéciale, une graphie phonologique, et je le dis là, je profite pour le dire aux personnes qui vont nous entendre, le créole est beaucoup plus facile à écrire que le français. Oui. Parce qu'en créole, un son s'écrit toujours de la même façon, à la différence du français. Le français peut vous induire en erreur. Moi-même qui écris tout le temps, des fois je cherche, parce que il m'arrive de pouvoir faire des erreurs, à cause d'un son, à cause de la façon d'écrire un mot. Tandis qu'en créole, le son s'écrit toujours pareil. Exact. Tu ne peux pas te tromper. Absolument. Tu ne peux jamais te tromper dès que tu connais le code, dès que tu connais comment les choses s'écrivent. Exact. Et donc voilà. Et à partir de là, une fois que j'ai compris ça, j'ai commencé à écrire de façon tout à fait naturelle. Alors, je vais porter aussi une précision. Je pense que le système tel qu'il nous a été présenté, il a sa valeur, mais qu'on peut encore progresser. Donc, j'ai quelques ouvrages qui vont sortir prochainement et je vais proposer des systèmes de graphie un peu plus améliorés. Oh, eh bien, on découvre des choses fort intéressantes aujourd'hui. Alors justement, puisque, je le disais tout à l'heure, mois octobre, c'est mois à créole, ou marqué en texte, Noailles, c'est flé à liberté. J'aimerais bien que tu nous le lises, s'il te plaît. Et soupeli ça, bon nous soupler, en trouver Tesla sa belle tout bonnement. Ben, merci, ça m'a fait plaisir. Alors, c'est un texte qui a été écrit en 80D, l'année prochaine qui fait 20 ans, en 2000D, pardon, l'année prochaine qui fait 20 ans. C'était en 2000D, nous t'avons trouvé, nous, dans bicentenaire, à les événements à mai 1800D. Voilà. Alors, pour les gens qui peut-être pas connaissent ce qui fait en 1800D, on dit, en 1800D, Napoléon voyait l'armée ici en Guadeloupe pour rétablir l'esclavage. Parce que la Guadeloupe, quand vous voyez, un pays où il a l'esclavage aboli deux fois. Il a aboli l'esclavage en 1794, il a voyé Victor Hugo pour faire ça. Et 8 ans après, politique à la France changé et premier consul là, Bonaparte, il voyait l'armée pour rétablir l'esclavage. Alors, ni des gens, des hommes, des femmes qui goumaient contre ça, ils n'ont pas TV rentrer en bas jusqu'à l'esclavage et ils ont jusqu'à Baïvi pour empêcher sa fête. Malheureusement, ils n'ont pas tenu suffisamment force, ils n'ont pas été suffisamment assez, ils n'ont pas tenu des armes et ils ont trouvé battu. Et comme nous devons fêter, commémorer ça, nous faisons une grande manifestation à Goyave, au Tila, en écrit en quantité de textes et parmi eux, il texte là ça, Flé à la liberté. Nous qu'écoutez. Flé à la liberté. Flé à la liberté qu'a poussé de tous côtés, là où un homme qu'a simé grain à fraternité. Flé à la liberté qu'a éclos à milliers, là où un homme qu'a rentré en bas à aimer. Flé à la liberté pas besoin d'autres fumiers qui l'en mouillent respect pour grandir et tiger. Flé à la liberté fragile qu'on petit bébé et qu'à m'en déveiller qu'on l'ait en l'édifié. Flé à la liberté, pas carité fermée à dans vase ou bouquet, aussi belle yo te yé. L'air voit l'ennui de tomber, flé à la liberté qu'a tisi et fermé avant yo dégrainer. Mais les soleils levés, les la pluie rousinée, l'air voit elle a chanté, yo ka ni pété. Flé à la liberté ni on l'odeur sucrée qui ont gens ka soulé, l'air voit ka embaumé. Et tout le monde qui goûtait si yo a yo tout frais, qu'a trouvé yo charmé et pas j'en y assez. Flé à la liberté peut pousser tout côté, mais là yo préféré, c'est là l'amour planté. Bravo, bravo, c'est vraiment magnifique. Nous qu'à dire merci pour Tesla ça qui belle vraiment tout bonnement même. Et les qu'à écouter Tesla ça, on a l'impression la nati c'est un bitin qui est important bas. Donc
quelle place la nature et la famille occupent dans ta littérature, dans tes écrits, que ce soit donc la poésie ou que ce soit les dessins? Famille et nature, on a l'impression que c'est des bitins qui sont importants. Alors, on va commencer par famille, parce que famille, c'est la vie, famille, c'est ça qui vous, famille, c'est ça qui préouvre. Et effectivement, bon, où ça, famille, c'est là où on sorti, c'est la racine à c'est là où souché. Et en écrit, en j'ai écrit, en cas écrit, en pour fin écrit, en cas quoi, en les familles, en moins, en les familles, en nous. Ni famille préa, ni famille des sangs, mais ni aussi famille des kéa, ni famille des pays, des nations, ni famille mounalantoua. Parce que, en cas quoi, un but qui est fondamental aussi, c'est que nous toutes sommes grandes familles. On le monde a oublié ça. Il a oublié que nous avons ancêtres communs. En passant, chaque monde a l'idée à qui nous y est. Moi, j'ai l'idée à moi aussi. Mais en cas quoi, fondamentalement, que nous descendons des ancêtres communs et que nous toutes ces petites tailles, que tout le monde qui est assis la terre, nous, ses frères et sœurs. Et en cas de ça, des fois, encore, c'est qu'a fait assis la terre, les hommes qui ont agi et réagi, ça a fait la peine parce que nous avons oublié qui extraordinaire, c'est que yo c'est sang, yo c'est frères, yo c'est moun et yo c'est famille. C'est sens-là ça. Exact. Et alors pour virer si Nati là aussi son butin qui fondal dans écriture moi parce que Nati là c'est à la fois ça qui a son côté quand caille mais la Nati pour moi peut tirer quoi au moins là, à poser l'esprit en moi, à poser dans ma main et à chercher l'inspiration. Aimé en son monde qui naturel. En tout cas, dit qu'en son nègre marron, mais ça nie des sens. Son sens intellectuel, son sens spirituel, mais c'est aussi un sens réel, dans le sens qu'en cas marchant bois en l'eau, en cas il y a une rivière pratiquement chaque semaine, une fois au moins, en rivière là, on des côtés quand on connaît, quand on aime, que c'est moi tout seul qui aille. En cas il là, en cas c'est un wash, c'est wash en moi, il connaît moi. Nous va parler, nous va regarder nous. Et il y a en force, il y a en vibration. Alors, pour parler de Nati, ça a fait j'ai parlé des roches, excusez-moi, à Carrie, parce qu'on a fait aussi guide touristique, on a fait amener les gens tout partout en pays là. Et une fois, intéressé un groupe de gens, au-dessus là, il y a une ville qui était dans le groupe là, ça, et on a mené aux chutes du Carambé. Et alors, quand on a laissé regarder, admirer le paysage là, faire photo à tout bitin, on s'est dit si on roche. Mais son roche, quand on était toujours aimé, c'est ici. Et Bougla, c'est un grand homme qui était à un bel âge. Il vient au bord moi. Il dit, mais où est-ce que les roches là, ça, hein? Il va te connaître moi, hein? Pas il faut le raboter là. Il dit oui. Il dit, mais roches là a une vibration spéciale et vous et les ont communiqué. Oh. Alors on dit oui parce qu'on sentit que c'était la réalité. Alors ils mettent des mots à ces débitants quand on t'a senti naturellement, quand on t'a vu naturellement. Alors tout ça pour dire qu'effectivement, la nature moins c'est qu'on frère et sœur, c'est maman moins, c'est sœur moins, c'est presque madame moins on peut dire parce que des fois bon, on va peut-être passer piste avec qui avec madame même. Et donc oui, son but qui est très important pour moi. Bon, franchement. Vraiment merci beaucoup. Nous arrivons à la fin donc de cet entretien que je trouve très très riche. Je vais terminer donc par une dernière question. Justement parce que tu viens de nous parler de l'importance de la nature, de l'importance de la famille, qu'est-ce que le fait d'écrire et de dessiner a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Imaginons que tu n'avais pas fait ces choses-là, ni écrire, ni dessiner. Est-ce que tu peux imaginer comment serait ta vie? Alors justement, puisque tu es dedans, puisque c'est ce que tu pratiques, qu'est-ce que ça t'apporte de plus peut-être que d'autres personnes qui n'ont pas cette activité? Toi, qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Si c'est un plus. Oui, c'est difficile d'en parler dans la mesure où on est dedans. C'est-à-dire qu'on est en soi-même et on est dans sa vie. Je ne peux pas déterminer ce que ça apporterait de plus à d'autres personnes, ni même à moi, dans la mesure où je suis dans cela, je suis dedans, je baigne dedans. Tu vois, c'est comme quand tu es dans l'eau et que tu essaies d'imaginer que tu ne sois pas dans l'eau pour ne pas être mouillé. Je ne sais pas si j'arrive. Ouais, je comprends. Je vois l'image. Ouais, je vois l'image. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Donc, ça m'est difficile de répondre clairement à ta question. Mais pour dire simple, je dirais que ça m'apporte beaucoup
Et c'est la voie que j'ai choisie, mais l'ai-je vraiment choisie? Peut-être que c'est elle qui m'a choisi, ou alors nous sommes choisis mutuellement sans le savoir, de façon intuitive là encore. Et si je n'avais pas fait ça, j'aurais certainement fait autre chose, puisque on est vivant, Tout à fait. on est sur Terre, on agit, on est là, bon, j'aurais fait autre chose. Très sincèrement, je ne sais pas quoi, mais il se trouve que j'ai fait cela, et j'en suis très satisfait. Très honnêtement, ça me procure un bonheur extraordinaire. Franchement, lorsque j'écris ou lorsque je dessine, je suis tranquille, je suis dans mon univers. Apaisé. Je suis apaisé, voilà. En début de semaine, lundi, mardi, j'ai dessiné, voilà. D'accord. J'ai dessiné, lundi j'ai dessiné, et mardi, petite anecdote, hein, mardi, j'ai commencé à écrire un texte. Donc c'est le dernier texte que j'ai écrit là, pour l'instant. Et c'est un texte dans lequel je fais parler un monstre. Ok. Ouais. Donc très prochainement, sans doute, nous aurons donc de nouvelles publications de Djonka Martel. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, mais nous allons retrouver notre invité tout à l'heure. Nous allons passer à la rubrique quelques lectures à vous conseiller. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas des véritables sorties littéraires parce que ce sont des ouvrages qui sont déjà sortis il y a peu, mais donc j'aimerais donc vous conseiller quelques lectures. On se retrouve tout à l'heure.